Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information en continu du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, amis de la révolution progressiste populaire, bonjour. Salut à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage, émission exceptionnelle, rendez-vous exceptionnel avec un témoin de l'histoire. Aujourd'hui, vous allez le constater avec nous, nous recevons l'un des rescapés ou l'un des survivants de l'attaque du BIA, la brigade d'intervention aéroportée de Koudougou. C'était donc en 1987, 38 ans après. Il a décidé donc de briser le silence et il nous fait l'honneur d'être notre invité sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage de Burkina Info. Le colonel-major à la retraite, Salfo Kabouré, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Colonel-major, comment allez-vous côté santé et famille? Ça va. Ça va. Alors, je l'ai dit, vous faites partie des rescapés de l'attaque du BIA. C'était donc le 27 octobre 1987. Alors, 38 ans après, pourquoi vous avez décidé maintenant de briser le silence? Merci. Je vais vous demander tout de suite de me permettre d'exprimer une pensée très très pieuse à l'égard de mes camarades qui sont tombés le 27 octobre et les jours et même les semaines après. Kibertois Sanou Jonas, on s'est quitté le 27 octobre au matin. Et je pense que la prochaine fois que je les verrai, ce sera au ciel. Je voudrais présenter toutes mes condoléances encore une fois à toute leur famille, à tous leurs proches. Et dire que 38 ans après, la douleur qui avait commencé depuis est en train de se renforcer. Contrairement à ce qu'on pense, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Ben, il faut essayer juste de survivre avec. Essayer de survivre avec. On va longuement parler de cette situation. Avant le 27 octobre, il y a eu le 15 octobre 1987, l'assassinat de Thomas Sankara. Alors, vous qui étiez à Koudougou, vous étiez un jeune sous-lieutenant, on se rappelle, bien sûr. Et en ce moment, vous aviez 27 ans. Avec le Boukari Kabouré, le Lion et d'autres officiers de l'armée burkinabé. Alors, comment vous avez vécu les événements du 15 octobre 87? Disons que jusqu'ici, les images sont là. Hein. Elles tournent en boucle dans la tête tous les jours que le bon Dieu fait. Beaucoup de douleurs, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choses qui ont été faites et qui n'étaient pas vraiment nécessaires, qui n'étaient pas utiles. Comme je dis encore une fois, des camarades sont tombés, assassinés de façon horrible. Et malheureusement, le Burkinabé, on oublie très très vite les choses. Et c'est peut-être une des raisons qui font qu'on répète peut-être les mêmes erreurs. Je veux qu'on parle du 15 octobre. Vous étiez à Koudougou. Est-ce qu'à 100 km de Ouaga, vous saviez déjà qu'il y a crise entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara qui devrait déboucher sur ce drame du 15 octobre 87 au Burkina? Oui, bien entendu, tout le monde savait qu'il y avait une crise entre les deux. Même au niveau des médias nationaux, parfois on voyait que l'un et l'autre essayaient d'expliquer un certain nombre de choses, mais tout le monde savait qu'il y avait un problème entre les deux. Et du BIA où j'étais, on était beaucoup plus au courant des choses parce que tout simplement, à l'époque, les corps militaires avaient été, comment je vais dire ça, liés aux 4 principaux leaders de cette révolution-là. Comme vous pouvez l'imaginer, Thomas Sankara, qui à un moment donné a cédé la place de chef de corps du Sénèque à Blaise Compaoré. Bien entendu, les jeunes qui sont là n'ont pas eu la même influence de Sankara. Lui, il s'est rendu compte certainement avec le temps qu'il perdait un peu la main sur cette unité spéciale, cette unité en tout cas qui était une des meilleures du Burkina. Et donc, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Le BIA, c'était un corps parachutiste, comme on le dit, mais qui avait la particularité d'être lié à la sécurité du président, Thomas Sankara.
Étant à distance, Oui. à Koudougou, vous étiez quand même loin de Ouagadougou. 100 km avec un hélicoptère ou avec un autre moyen, on peut arriver en 1 heure de temps. De là-bas, donc, il y avait un lien étroit entre Thomas Sankara et Boukari Kaboré, dit le Lion. Très étroit. Très Okay. étroit, je crois qu'ils se sont connus depuis le PMK. Donc, ils ont gardé ces liens-là. Et tout le monde le sait, Boukari, c'est quelqu'un, quand il s'engage, il le fait à fond. Alors, parlons justement du 15 octobre 1987. Comment vous l'avez vécu, ces événements-là? Vous étiez à Koudougou. Comment vous avez été informé de l'assassinat de Thomas Sankara à Ouagadougou? Je suis arrivé au camp militaire vers 15h30, parce que tout le monde, peut-être toutes les générations qui ont vécu ces événements en direct, on savait que c'était un jeudi après-midi. Et il y avait donc le sport de masse qui avait été institué. J'arrive au camp, je me prépare pour aller jouer sur le terrain. Et il y a le lieutenant Kéré Daniel, le chef de corps adjoint du BIA, qui sort sur le balcon de l'immeuble, le palais, et qui m'appelle à très haute voix: Salfo, viens, est-ce que tu sais où se trouve Boukari? Je dis, bon, il doit être probablement à la maison, ou bien en tout cas, il est au village. C'est là que je me suis assis en face de lui, il a pris le téléphone, il a appelé le domicile. C'est l'épouse de Boukari qui a dit qu'il est au village. Tout de suite, Daniel m'a ordonné de prendre une jeep avec 2 ou 3 soldats et aller chercher Boukari. Donc, exécution bien entendu. Boukari était dans son village à Poix. Je suis arrivé, il était un bon paysan, d'origine paysanne. Il était en train de préparer, disons, de gérer les résultats de son champ. Oui. C'était en octobre, hein, on venait de sortir de la saison pluvieuse et tout ça. Exactement. Dès qu'il a vu la Jeep arriver, il m'a vu, je suis descendu tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je lui ai dit simplement, bon, mon capitaine, il y a le lieutenant Kéré qui dit de venir vous chercher pour que vous reveniez au camp. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit, bon, on a reçu un coup de fil de Ouagadougou qui dit qu'il y a des coups de feu au conseil. Et tout de suite, comme à son habitude, hein, je dis, Boukari est réglé comme une pile électrique. Hein. Tout de suite, il a réagi. Ouais, ça, je suis sûr qu'ils ont tué Thomas. Je suis sûr qu'ils ont tué Thomas. Pourtant, le matin, je lui avais dit de se mettre à l'abri parce que j'étais sûr que les gens allaient essayer de l'assassiner. J'ai dit, bon, on retourne au camp et puis on verra bien de quoi il retourne. Et donc, nous sommes arrivés au camp, on s'est installé dans le bureau de Kaboré Boukari le Lion, avec Kéré Daniel, qui Bertois, et puis Sanou Jonas, je ne suis plus sûr s'il était là ou pas. En tout cas, un certain nombre de cadres du corps. Il a mis son téléphone devant tout le monde, il a mis le haut-parleur, il a appelé le conseil. Et quand il a appelé le conseil, il est tombé sur, disons, c'est Lengani qui a décroché le téléphone. Et qui dit tout de suite, ah oui, Boukari, comment ça va? Tu vas bien? Bon, Boukari dit, bon, il semblerait qu'il y a des coups de feu au conseil. Qu'est-ce qui se passe? Et Lengani qui dit, bon, écoute, Boukari, il y a des problèmes ici, mais bon, on essaie de régler. Et Boukari dit, mais vous essayez de régler des problèmes, et nous, on nous parle de coups de feu, de rafales et tout. Qu'est-ce qui se passe si tu ne peux pas parler? Parce que Lengani avait vraiment une voix bizarre. Hein? Vous savez, est-ce qu'il n'était pas sûr? Il était entouré certainement d'hommes, éventuellement. Là, nous sommes même dit qu'ils avaient été peut-être pris en otage et qu'ils parlaient sous la contrainte de quelqu'un. Parce que ce n'était pas sa voix naturelle. Je le connais depuis le PMK. La voix n'était pas naturelle. Et c'est là que Boukari a dit, mais écoute, est-ce que Henri Zongo est là? Lenga dit, non, Henri Zongo n'est pas là. Qui est avec toi? Il a dit, Blaise est là. Et Blaise a pris le téléphone. Il a dit tout de suite, Boukari, écoute, tu es un frère, tu sais, on avait des problèmes, Thomas et moi, bon, on a essayé de régler le problème, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Et puis, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Boukari demande, où est Thomas? Pourquoi il n'est pas avec vous? Et c'est là que Blaise a dit, Thomas est mort. Quand il a dit ça, le cri et puis la façon dont Boukari a tapé sur la table jusqu'aujourd'hui, ça me sonne dans les oreilles. Vous tous, vous étiez totalement
abattu par cette information qui vous a été communiquée? Ça n'a pas été facile à digérer. Ça n'a pas été facile. Et je le dis, jusqu'à aujourd'hui, je ne digère pas cette histoire. Et séance tenante, après avoir appris la mort de Thomas Sankara, l'assassinat, qu'est-ce que Boukari vous a dit en cercle restreint? On remonte sur Ouagadougou, on prépare une riposte. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver Thomas Sankara, son image maintenant, puisqu'il n'est plus? Nous avions des éléments qui étaient au conseil. Le BIA détachait chaque mois des éléments de la valeur d'une section qui était au conseil et qui participait à la sécurisation du président. Ouais. Et donc on a essayé le téléphone du chef du détachement. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas décroché. On a essayé des numéros comme ça à gauche et à droite, personne ne décrochait. Et c'est là qu'on a mis la radio. Et puis la musique militaire a commencé à un moment donné. Puis on était là et on se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire exactement. Et donc on a fini par avoir des informations complémentaires qui nous expliquaient qu'effectivement Thomas Sankara avait été abattu. Thomas Sankara abattu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et tout de suite, Kéré a dit, bon, dans l'incertitude, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on se tienne prêt à réagir. J'étais le commandant de la compagnie de commandement et de soutien. Et donc, à ce titre, Boukari m'a donné instruction de préparer le matériel, les véhicules, en termes de carburant, l'armement, les munitions et tout ce qui était nécessaire pour, en tout cas, aller intervenir quelque part. On a encore essayé avec le téléphone, jusqu'à vers 19 h, quand certains ont commencé à nous appeler pour essayer de savoir ce que nous étions en train de faire, quelle était notre attitude. Et ce qui est triste aujourd'hui, il y a beaucoup de personnel, beaucoup de personnes dans cette armée-là, notamment des officiers d'un certain rang, qui ne peuvent pas me regarder en face. Parce que beaucoup semblaient vraiment écorchés vifs par ce qui venait d'arriver. Et nous disaient qu'en tout cas, il n'était pas question d'accepter que cette situation passe comme ça, comme lettre à la poste. Mais après la déclaration du Front populaire, voilà, vous avez compris que c'était fini. Vous avez su maintenant qui était devant l'assassinat de Thomas Sankara. Non, avant même la déclaration, Boukari a réussi à rappeler et à avoir Blaise. Il lui a dit, bon, écoute, tu me dis que Thomas est mort. Comment est-ce qu'il est mort? Qui l'a tué? Et Blaise a dit, bon, écoute, on avait des problèmes, donc au niveau du corps, on a décidé, les soldats, je parle de l'ensemble du personnel, ont décidé de nous mettre, lui et moi, dans un local quelque part, que nous puissions discuter, régler nos problèmes, afin d'éviter vraiment la fracture définitive. Et donc, c'est dans ce cadre que les soldats qui avaient été désignés pour aller chercher Thomas, ils sont arrivés, il a résisté et les soldats lui ont tiré dessus. Bon, là, Boukari a encore éclaté, il lui a dit, mais écoute, Blaise, tu ne connais pas Thomas? Est-ce que tu penses que quelqu'un peut envoyer un soldat aller arrêter Thomas Sankara et il va se laisser faire? Qui a envoyé ces soldats-là? Et donc à la radio, comme je disais, il y avait un certain nombre de choses qu'on commençait à entendre. La déclaration, mais surtout ces mots qu'on a utilisés pour qualifier Sankara, quand on dit que c'était un renégat, c'était un traître, ainsi de suite. C'était très violent. Hein, et est-ce que ça a galvanisé davantage les troupes du BIA de Koudougou? Parce qu'il y a ce que vous dites en tant que responsable, mais est-ce que vos hommes, eux tous, ils étaient prêts? Et puis, est-ce que le matériel que vous aviez en son temps vous permettait de venir sur Ouagadougou faire chuter Blaise Compaoré? Non, je voudrais dire surtout que Boukari a dit clairement à Blaise Compaoré, écoute, première des choses à faire, il faut décréter tout de suite un deuil national. Deuxième des choses à faire, les soldats qui ont tiré sur Thomas, il faut que tu les arrêtes, il faut qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont tiré sur Thomas.
Ensuite, il y a des choses qui sont en train de se dire au niveau de la radio, des médias là. Il faut que vous arrêtez ça tout de suite. Voilà les 3 conditions que moi je pose pour même qu'on continue à discuter avec vous. Bon, donc... quelle a été la réponse de Blaise Compaoré à Boukari Kaboré? Bon, il a grommelé des choses, mais il n'a pas répondu de façon claire. Il n'a pas répondu de façon claire. Et c'est parti pour 12 jours d'incertitude hein, entre le 15 octobre et le 27. Donc il y a eu 12 jours. Pendant ces 12 jours, c'était comment l'ambiance au niveau du BIA de Koudougou? Comment se préparaient finalement les hommes? Et vous qui étiez à la tête de ces hommes et les armes que vous avez en votre possession, est-ce que ça vous permettait de marcher sur Ouagadougou? Oui. Marcher sur Ouagadougou, je n'emploierai pas ces termes. Mais nous étions prêts à venir à Ouagadougou et certainement nous rendre au niveau du conseil pour comprendre ce qui se passait. Nous avions les moyens de venir à Ouagadougou. Mais comme je dis encore une fois, c'était pour faire quoi exactement? C'était ça le problème. Alors pendant que nous avons discuté la nuit, vraiment de façon ouverte, de façon collégiale, Boukari n'a rien imposé à personne. Hein. La première des choses qu'on a dit, si effectivement c'est une contre-révolution et qu'on arrive à inverser la vapeur, bien entendu quand on va démarrer, il y aura certainement d'autres personnes qui vont se joindre à nous. Si on arrive à Ouagadougou et qu'on arrive à inverser la vapeur, qu'est-ce qu'on fait? Et une des choses qui a fait que nous n'avons pas bougé de Koudougou le 15 octobre dans la nuit, c'est que Boukari a dit « Ah, moi je ne suis pas intéressé par le pouvoir. Je ne vais pas être président. » Il l'a dit de façon claire et nette. Est-ce que ça a démobilisé en même temps les troupes qui étaient prêtes à faire le pas sur Ouaga? Non, ça se passait surtout au niveau du commandement. On était quoi, 5-6 personnes. Oui, mais vous autres, est-ce que ça vous a découragé, le fait qu'il ait tenu un tel discours? Bon, je n'emploierai pas le mot découragé, mais ça ajoutait encore de la confusion à ce qu'on était en train de vivre. De la confusion, parce que on s'est demandé, bon, effectivement, si on va à Ouagadougou, si on trouve que les autres sont soit arrêtés, soit en tout cas sous l'emprise d'une entité extérieure à la révolution, qu'est-ce qu'on fait? L'objectif à atteindre n'était pas très clair. Ok. Alors, ce qui est important à préciser aussi, c'est qu'au lendemain du 15 octobre, jusqu'à l'attaque du BIA, apparemment Blaise Compaoré vous a fait venir des émissaires pour vous parler. Des émissaires pour nous parler, non, je ne dirais pas ça comme ça. Vous savez, dans ce genre de situation, il y a toujours des gens qui se mettent un bonnet sur la tête qu'ils ne méritent peut-être pas. Ils n'ont pas de mandat pour venir vous parler. Ils n'ont pas de mandat pour venir le faire. Mais est-ce qu'il y a eu des officiers qui ont quitté Ouagadougou venir vous parler à Koudougou? Je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Il y a le général Bassolé qui était à l'époque capitaine, qui est venu nous rendre visite au camp. C'était un grand ami du lieutenant Kéré Daniel. Et je pense qu'au niveau de la gendarmerie, en tout cas, c'était un des responsables qui était sur place et qui gérait la situation. Bassolé est venu à Koudougou, il nous a rencontrés, Boukari nous a appelés encore dans le même bureau là. Mais Bassolé était complètement tombé des nues parce qu'il s'est dit, à Ouagadougou, tout le monde dit que le BIA est sur les dents, on se prépare à monter, ainsi de suite, ainsi de suite. Lui, il prend la route, il ne voit rien de spécial jusqu'à sur la route, jusqu'à arriver à Koudougou, jusqu'à arriver au camp. C'est à peine si on lui a demandé qui il est et puis qu'est-ce qu'il vient faire. Et donc, mais c'est vraiment quelques jours, c'était pas les premiers jours après le 15 octobre, c'était quelques jours après. Un politicien très connu est venu voir Boukari. Et je le dis clairement et nettement, c'est ce bonhomme-là qui a mis une cible sur les dos des officiers du BIA. Et c'était qui ce politicien-là? Vous me permettrez de garder encore les noms. Il est venu simplement pour dire à Boukari que, voilà, un bon Mouara, comme il le sait, un Mouara ne suit pas un chef qui est mort. Thomas Sankara étant mort, lui, il estime que, bon, il faut surtout se mettre du côté de celui qui est le vainqueur, qui est l'homme puissant du moment. Et que dans ce sens, lui, il avait des propositions à faire.
comme tout le monde dit que le BIA n'est pas d'accord avec le coup d'État, que le BIA s'est enfermé et que peut-être même on veut faire des actions offensives, lui, il demande à Boukari tout simplement de mettre son bataillon colonne par un. On vient à Ouagadougou, il va négocier un meeting de choses avec les gens du conseil pour qu'on puisse rassurer qu'il n'y a pas de problème entre nous. Alors, pendant qu'il était en train de parler à Boukari, c'était à son domicile, les soldats qui étaient de garde là n'ont pas apprécié ça. Parce que, en tout cas, jusqu'à ce que ça arrive, on avait géré vraiment les choses de façon collégiale. Je ne dirais pas démocratique, il n'y a pas de démocratie dans l'armée. Mais Boukari a toujours demandé l'avis de son commandant d'unité et autres avant de prendre une décision. Et là, il était en train de basculer parce qu'apparemment, ce que l'autre lui proposait, l'homme politique, il était un peu prêt à s'y engager. Et c'est les soldats qui étaient de garde au domicile de Boukari qui ont appelé Kéré pour dire, écoute, il y a tel bonhomme qui est avec Boukari, ils sont en train de parler de faire, d'aller à Ouagadougou pour faire un meeting, eux, ils ne sont pas d'accord. Alors Kéré également s'est fâché et puis il m'a dit de courir chez Boukari pour voir ce qui se passait. Quand je suis arrivé, le bonhomme qui était là avait déjà plié bagage, il était parti parce qu'il a senti que la tension était en train de monter. Il a failli se jouer les médiateurs. Et c'est juste lui qui est venu à Ouagadougou qui a dit aux gens du conseil, il les appelle comme ça, que le problème du BIA, ce n'est pas Boukari Kaboré. Le problème du BIA, c'est les officiers qui sont avec Boukari Kaboré. Et donc, tout de suite, la cible de l'autre côté a été identifiée. Mais avant de continuer sur cet épisode-là, je voulais vous entendre sur un autre élément. Les leaders de la révolution, Thomas Sankara a été assassiné, mais Blaise Compaoré vivait, Henri Zongo et Lengani. Qu'est-ce que les trois autres ont fait? Est-ce que Henri Zongo et Lengani ont tenté de prendre langue avec Boukari Kaboré après l'assassinat de Thomas Sankara? Quand Boukari a appelé Blaise et Lengani au téléphone, il a insisté pour dire que tant qu'il ne voit pas Henri Zongo, lui, il n'a pas la preuve que Henri est vivant. Et donc, les dates, bien sûr, les horaires après 38 ans ne sont plus très précises dans ma tête. Mais il y a eu une rencontre à Poix, dans le village de Boukari, je crois que c'est le 17 ou le 18, où Henri Zongo était là, avec un certain nombre d'officiers. Et c'est là que Henri Zongo nous a expliqué, j'étais là, Kiberto était là. Henri Zongo nous a expliqué qu'il était au bureau. Il a entendu des coups de feu, ou bien en tout cas c'est son conducteur qui est rentré, il dit qu'il y a des coups de feu. Et bien entendu, lui il est sorti, il a appelé son élément de sécurité et son conducteur. Il a dit, il faut tout de suite se mettre en sécurité quelque part. Et comme Blaise Compaoré l'avait fait le 17 mai, bon, ils ont pris des chemins de brousse là, pour se retrouver à Pau, au camp de Sénèque. Et Henri Zongo a dit que c'est quand il est arrivé au camp là-bas, qu'il a rencontré bien sûr les responsables qui étaient là-bas, qui ont dit, mais attends, c'est Blaise qui mène les opérations. C'est le mot qu'il a employé. Et que donc, ils ont dit, bon, écoute, maintenant que tu es là, tu choisis qui? Tu choisis quel camp? Et que lui, Henri Zongo, il leur a dit, bon, écoutez, moi, mon objectif, c'est surtout que la révolution puisse continuer. Et donc, si Blaise a décidé de continuer la révolution, moi, je suis partant. Quand il a raconté ça, Boukari a encore réagi au quart de tout. Il lui a dit, mais Zongo, tu ne sais pas que tu es la prochaine cible. Je me souviens très bien de ce mot-là. Wow. Tu ne sais pas que tu es la prochaine cible. Donc, on avait la certitude maintenant que Henri Zongo était vivant, Lengani était vivant, Blaise était vivant. Henri Zongo, pendant qu'on y est, qui a été fusillé le 19 septembre 1989. Voilà, parce qu'après lui aussi, il a été victime. Avec Lengani. Avec Lengani, oui. Voilà. Les deux qui étaient donc autour. Pas seulement les deux, il y avait même un officier qui était avec eux, puis il y avait des sous-officiers, il y avait des soldats. D'accord. Je veux qu'on reste sur le BIA. Maintenant, avançons sur l'aspect BIA. Alors, 12 jours durant, vous avez senti le taux se resserrer autour de votre brigade d'intervention aéroportée? Non, pas tout de suite. Disons que toujours à la recherche des choses, d'informations, de renseignements assez précis pour pouvoir réagir, nous avons été submergés dès le 16 octobre
par deux courants contraires. Deux courants contraires. Il y a des gens qui nous appelaient pour dire non, on ne peut pas accepter ça, ne vous inquiétez pas, on va venir avec vous. Et parfois, le lendemain, vous apprenez que la personne est au conseil de l'entente. Il y a des gens qui ont essayé de nous dire non, écoutez, laissez tomber parce qu'il va y avoir des dégâts. Mais on était très conscients du fait que ces dégâts, effectivement, pouvaient arriver. Mais il y a que le choc qu'on a reçu a été tel que pour émerger de ce choc même, il a fallu du temps. Mon collègue, je veux qu'on revienne sur le BIA parce que c'est un pas important de l'histoire du Burkina. Je vais vous demander, on regarde ensemble cette vidéo-là de Bonkian et puis on va revenir juste après, on regarde ensemble. Dirigé par le lieutenant Alain Bokian du Centre national d'entraînement commando de Pau. Notre rôle a été, si je veux bien le voir, considéré sous un aspect dualiste. Dans un premier temps, un rôle politique et dans un deuxième temps, un rôle tactique, c'est-à-dire militaire, les opérations concrètes sur le terrain. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce que nous avons fait concrètement? C'est-à-dire que nous avons investi le camp du BIA après avoir mis en débandade et en fuite ceux qui l'occupaient et qui tentaient en tout cas de mener une quelconque. Il l'a dit, nous avons pris donc le camp du BIA, nous l'avons infiltré, nous avons mis en débandade ceux qui l'occupaient entre autres. Alors, ce qui revient dans l'opinion 38 ans après, vous qui étiez les chefs avec Boukari Kabouré entre autres, vous avez abandonné vos hommes. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Bon, abandonner nos hommes. Et ceux qui sont morts, Kéré, Kibertois, Sanou Jonas, ils étaient où? Et comment l'attaque même? Ce qui s'est passé, c'est que, comme je l'ai dit, c'est confirmé par plusieurs personnes qui sont des survivants comme moi. Et le 15 octobre est passé et beaucoup de choses ont suivi. Il y a que dès le 16 octobre, le vendredi, Boukari a commencé à organiser des prières. Il a fait une grande prière à la mosquée de Koudougou. Le samedi, on a fait une messe, ainsi de suite, pour ceux qui étaient tombés le 15 octobre. Et à ce titre, je rappelle que le 15 octobre, les gens ne sont pas tombés seulement au conseil. À la même heure, le capitaine Kouama Michel a été abattu à Kamouassin. Et donc, en attendant vraiment d'avoir de la matière pour mener une opération, bon, on était là et puis on recevait beaucoup de personnes, on entendait des choses, on avait des appels au téléphone. Et l'objectif n'ayant pas été clairement défini pour qu'on puisse réagir, nous avons peut-être en ce moment été assez naïfs. Assez naïfs parce que tout simplement, l'évolution des choses a été atroce. Mais je précise que le 26 octobre, nous avions exactement les positions de ces trois colonnes qui devaient attaquer Koudougou. Nous savions qui les commandait, par où ils sont venus, comment ils sont venus. Nous nous sommes retrouvés encore en réunion de commandement pour dire voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait? Boukari avait été mis sous pression parce qu'il y avait tellement de rumeurs par rapport au fait que le BIA allait monter sur Ouagadougou, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme on ne bougeait pas, les gens de Koudougou ont fini par se dire, bon, s'ils ne bougent pas, c'est les autres qui vont venir nous trouver. Et donc, on a reçu beaucoup de pression dans ce sens-là. Et nous étions très conscients que nous allions à Ouagadougou et que nous restions à Koudougou, il allait y avoir des dégâts. Dans la plupart des conflits aujourd'hui entre militaires, quand on se bat surtout dans une localité, mais 80% des pertes, c'est des civils. Donc notre problème, est-ce qu'il fallait se battre à l'intérieur de Koudougou? Nous avions des armes. Hein. L'armée venait de nous doter de canons de 106, des Jeeps Santana,
les mitrailleuses 12, 7 et autres là, on venait de recevoir ça, on avait du matériel. Et les hommes du BIA, c'était aussi des bons soldats. Okay. Maintenant, à la fin de la réunion du commandement, on a dit, on ne peut pas se permettre de nous battre à l'intérieur de Koudougou. Demain matin, ils vont monter à la source vers 6h, 5h, 6h. Il faut que tout le monde reste à la maison. Ceux même qui sont au camp, l'arme au pied. Il ne faut pas que quelqu'un riposte à un tir contre nous. Parce que tout simplement, encore une fois, si on avait commencé, ça allait faire beaucoup de dégâts. Et Boukari en a informé les hommes. Beaucoup n'étaient pas contents, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Et je confirme que le 27 matin, on s'est réveillé normalement. Moi, j'étais dans la même maison, j'habitais avec Kibertois, Sanou Jonas. Et vers 6 heures, Bertois, qui était commandant d'unité de la CAR, mais aussi coordonnateur des CDR, a pris sa jupe, il est sorti, il a dit, bon, il va tourner pour vérifier que ces éléments ont bien compris le message et qu'il ne faut pas qu'ils réagissent. Et c'est dans cette tournée-là qu'il a malheureusement eu un accident de voiture. Et ça n'a pas empêché les assaillants de le poursuivre pour aller le rattraper et puis venir l'abattre comme un chien. Mais les autres ont été tués comment finalement? Parce que quand on vous écoute, les instructions ont été données, chacun devait rester chez lui. Mais comment ils ont pu retrouver tout ce monde pour les tuer? Et comment vous et Boukari Kaboré, vous avez pu échapper justement à ce massacre-là? À la réunion de commandement, donc, comme je l'ai dit, on a décidé de ne pas réagir. Et je sais de sources pratiquement sûres que le lieutenant Kéré Daniel, par exemple, s'est retiré depuis la nuit. Il avait un ami moine qui était à, je ne me souviens pas tout de suite du nom du village, il s'était retiré chez ce moine-là. Et il me revient que c'est son conducteur qui, le soir, est allé lui dire, bon, écoutez, les gens sont arrivés au camp. Bon, Gaspard a quand même abattu un de nos soldats, Yamego Zouli. Et qu'en dehors de ça, la situation est calme et tout. Et je crois savoir que Kéré est revenu au camp pour se présenter. Quand je dis je crois savoir, je dis encore une fois, tout ce que je n'ai pas vu de mes yeux, je n'invente pas. C'est ça. Et un de mes objectifs, je dis encore une fois, c'est de susciter les témoignages de ceux qui étaient là, qui ont vécu les faits. La plupart de ces officiers-là se sont rendus au camp. Sauf, bien sûr, le cas de... Non, même lui, le lieutenant... Élisée Sanogo. Élisée Sanogo était l'adjoint de Kwama Michel à l'ETIR, escadron de tir et d'intervention rapide, qui était supposé être chargé de la sécurité de Henri Zongo particulièrement. Et donc, Kwama Michel a été abattu à Kambouassin parce qu'il était au terrain de sport. On l'a appelé pour dire qu'il y a du grabuge à Ouagadougou, excusez-moi les termes, et qu'il est parti pour se mettre en tenue. Je pourrais savoir également que là, c'est pendant qu'il était en train de s'habiller que Gaspard est arrivé, il lui a mis une balle dans la tête, tout simplement. Il a même poussé mettre dans une armoire les plus fermée. Je crois que c'est 2-3 jours après que le corps de Kwama Michel a été découvert. Donc, Élisée qui était au terrain de sport avec son chef, qui le voit partir, après il le cherche, il ne le voit pas. Il a commencé à s'inquiéter aussi. Et puis, il a essayé d'avoir des informations et en définitive, il nous a appelé pour nous dire, bon, lui, il ne sait plus où se trouve son chef de corps. Bon, dans l'incertitude, il préfère venir se joindre à nous. Peut-être que ça va être la meilleure solution pour lui. Donc, il a utilisé les pistes, comme je dis, avec son conducteur et son élément de sécurité pour venir nous rejoindre à Koudougou. Et je pense qu'après le 27, là, il a dû se déplacer et puis il s'est fait prendre dans la ville de Koudougou. Et il a été abattu comme les autres de façon
terrible. Hein. Oui, mais il y a un pan qui est toujours bien à élucider. Comment se fait-il qu'on ait trouvé tout ce monde-là pour... Donc, ça veut dire que quand les gens sont rassemblés, ils sont venus les tuer maintenant. Et vous étiez... Ils ont été arrêtés. C'est-à-dire, dès que quelqu'un est arrêté, là, on l'attache comme, je sais pas... comme je dis encore une fois, il y a un témoin de tous ces faits-là qui était là avec les prisonniers, qui a vécu tout ça. Même pas, c'est pas un seul. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça en direct. Je préfère leur laisser la parole pour dire dans les détails ce qu'ils ont vécu. Alors, Boukari Kaboré était où? Le 27, j'ai quitté chez moi vers 8 h et je suis allé au domicile de Boukari. Quand je suis arrivé, il était là, avec certains soldats, des sous-officiers. Bon, vraiment, il n'y avait pas une inquiétude particulière. Parce qu'on s'est dit, bon, il y aura certainement des représailles contre nous. Mais personne n'a imaginé que ces représailles-là allaient arriver à ce niveau d'horreur. On était ensemble. À un moment donné, on a senti que les troupes progressaient vers le domicile de Boukari, qui était bien sûr un objectif. Et c'est là qu'on a décidé de quitter le domicile et de se retirer derrière l'aéroport, derrière le terrain d'aviation de Koudougou. Encore une fois, pour éviter vraiment les dégâts collatéraux et autres là. Nous sommes restés ensemble, Boukari et moi, plus une dizaine de sous-officiers et de soldats, jusqu'à vers 14 h. Et c'est là que j'ai bavardé avec lui. Je lui ai dit, écoute, bon, telle que la situation est en train de tourner, bon, nous autres encore, on peut avoir une chance d'échapper, mais toi, tu ne vas pas échapper. Donc, je te suggère de te mettre à l'abri. Il a dit, bon, lui, il va se mettre à l'abri, mais il ne va pas s'éloigner. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, on trouvera toujours le moyen de rester en contact. J'avais une carte routière du Burkina, là, je lui ai donné ça, je lui ai dit, bon, lis ça et puis tu le mets en sûreté, et puis on va voir. Par la suite, qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté sur Boukari, qui s'est transformé en lion, il s'est transformé. Boukari, c'est un musulman, il a fait l'école coranique, il fait ses 5 prières par jour. Et Boukari n'est jamais allé chez un wakman. Excusez-moi le terme. Je le connais parce qu'il a eu à gérer ce problème-là en famille. Il était quelqu'un qui n'aimait pas les gris-gris. Il s'est mis à l'abri. Vous aussi, vous êtes mis à l'abri. Et après, maintenant, vous avez appris que vos hommes ont été massacrés. En fait, quand je me suis levé le matin, comme je dis encore une fois avec ce journaliste qui on était ensemble, moi, j'ai recommencé à sentir disons, je peux dire que c'était le paludisme. En tout cas, je ne disais pas du tout bien. C'est une des raisons pour laquelle moi, je ne suis pas allé au camp. Et donc, comme je l'ai dit, j'étais avec Boukari jusqu'à 14 h. À un moment donné, quand Boukari est parti, je suis resté avec les autres. Et vers 16h30, 17 h, j'avais envie de me soulager. Je me suis déplacé. Et puis, 10-15 minutes après, je reviens, je cherche les autres, je ne les trouve pas. En autres, il y avait le sergent Baïli qui a été abattu par la suite. Et vraiment, quand on parle de destin, il y a des choses que moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer. Je n'arrive pas à expliquer. Je me suis mis à marcher. Je me suis retrouvé devant un petit village là. J'ai tapé à la première porte. Il se trouve que c'était le chef de village que je connaissais parce qu'à un moment donné, j'ai eu à résoudre un problème de vol de son fusil. C'est lui qui m'a vu, il m'a proposé de me reposer, de prendre des médicaments. Et bon, le lendemain, si je me sentais mieux, j'allais peut-être aller retrouver les autres. Effectivement, le lendemain matin, très tôt, j'ai bougé encore. Mais je dis encore une fois, je ne me sentais pas du tout bien. Je me retrouve dans une autre maison où c'était la personne qui avait été accusée par le chef là d'avoir volé son fusil, qui était là. Et il y avait des liens particuliers entre lui et moi parce que tout simplement, quand il a été amené au BIA, je précise qu'en tant que commandant d'unité,
j'avais également la fonction d'officier de sécurité du corps. Et en tant qu'officier de sécurité, j'étais impliqué dans la lutte implacable que Boukari menait contre les voleurs, les grands voleurs. Nous avons été des Kolowewo 30 ans à l'avance. Okay. Moi, je suis allé chercher des soldats un peu partout. Voilà, en revenant sur le BIA là, pour pouvoir avancer. Vous avez finalement pu partir. Boukari Kaboré s'est retrouvé au Ghana. Mais après, vous avez été, comment vous avez appris que vos hommes ont été tués puis enterrés dans une fosse commune? Okay. Comme je l'ai dit, quand j'ai quitté le groupe, je me suis mis en marche. En fait, le village dont je parle, c'est juste un village qui est juste à quelques kilomètres de la piste d'aérodrome là. Et donc, j'ai passé une première nuit là-bas. Et le soir, je me suis dit, il faut que j'aille en ville, il faut que j'aille à la maison pour voir ce qui se passe. Je suis arrivé, là, nous logeons, tout était fermé, tout était sombre. Il y avait un sergent, le sergent Traoré Jean-Marie, qui donnait d'eau à notre domicile. Et donc, c'est chez lui que je suis allé. Mais quand Jean-Marie m'a vu, on dirait qu'il venait de voir un fantôme, peut-être même pire. Parce qu'il s'est mis à trembler comme une feuille. Il m'a dit, ah, mon lieutenant, il faut fuir. J'ai dit, comment ça? Que non, qu'il faut fuir parce que Gaspard va tuer les gens. Lui, il le connaît. Il a déjà commencé avec Jules. Il ne va pas s'arrêter là. J'ai dit, non, attends. Moi, qu'est-ce que tu te fais dire qu'il va le faire? Que mon lieutenant, je vous dis, il faut me mettre à l'abri. Donc, bien naturellement, je suis retourné dans la maison où j'étais. Et au bout de... Oui, j'avais des informations comme ça parce que les gens ont commencé à parler, surtout des tueries. Jusqu'à 9, 8, quel que soit ce qui va arriver, il faut que je bouge parce que j'avais mon papa, ma maman, toute la famille était à Ouagadougou. Personne ne savait où j'étais. Le vieux qui m'a abrité m'a accompagné. On a pris... Je suis monté dans un train. Quand je suis monté dans le train, je n'ai même pas fait 50 km. Il y avait des militaires qui étaient là, qui contrôlaient les identités. Je n'avais pas de pièce d'identité, je n'avais rien. J'avais juste mon pantalon jean et puis une chemisette là. Et là, quand ils sont arrivés dans le wagon où j'étais, je me suis levé, je me suis présenté. Ils m'ont dit, mais voilà, c'est vous, on cherche depuis là. Ils m'ont fait descendre à Sibi. Premier miracle ou bien deuxième, troisième miracle, je ne sais pas. Il se trouve que les soldats qui m'ont arrêté dans le train étaient venus de Bobo-Dioulasso. Ils étaient commandés par le regretté lieutenant Salambanga Jonas et Gansonré Mahamadi. C'est eux qui ont décidé, après que j'ai un peu raconté ce qui se passait, de me ramener à Bobo-Dioulasso. Donc, ils m'ont amené à Bobo-Dioulasso. J'ai été présenté aux autorités militaires sur place, le commandant de la gendarmerie, le commandant de la région militaire, ceux qui s'occupaient de la sécurité de façon générale. Et le chef militaire qui était là-bas avait dit de me ramener à Koudougou. Et c'est les gendarmes qui ont désobéi à cet ordre-là, parce que tout simplement, ils m'ont ramené à la compagnie de gendarmerie. C'était le capitaine Ouedraogo Seydou, paix à son âme, qui est décédé, et le lieutenant Forogo Labao, qui est mon promotionnaire. C'est eux qui ont pris contact avec Ouagadougou. Ils sont tombés sur je crois qu'il était capitaine, Bassolé Djibril, qui a dit, ah, il faut tout faire pour exfiltrer Kaboré, pour me le ramener ici. À ce moment, c'était au camp Paspanga. Dans la nuit, on est parti dans un 4x4 avec le lieutenant Forogo. On est arrivé à Ouagadougou, je pense que c'est le 4 novembre. Mais c'est des faits qu'on peut vérifier, il y a des écrits et tout. J'ai été accueilli par Bassolé devant la brigade de recherche, qui s'est étonné de me voir encore vivant. Parce que, tel que les choses étaient racontées, il était convaincu que j'étais mort aussi. Dès qu'il m'a reçu, il m'a permis de téléphoner en ville pour dire que j'étais là. Et ça, c'est une des choses qui n'ont pas été appréciées de l'autre côté.
Le soir, ils ont envoyé une équipe du conseil de l'entente des soldats pour venir me chercher, pour me ramener au conseil. Et là, également, Bassoulé a dit non. On le garde à la gendarmerie ici. Ah donc, j'ai été amené, après avoir été entendu sur PV par 2 ou 3 adjudants-chefs là, j'ai été amené dans une salle qu'on appelle la salle C, au camp Paspanga, où j'ai passé 9 mois. Là, il y avait tout le gouvernement de Thomas Sankara. Il y avait des politiciens, de Mousbila, qui était ambassadeur en Libye, qui est rentré. Sommet Valère, paix à son âme. Et j'ai passé donc 9 mois dans cette salle-là. Une nuit, Gaspard a envoyé une équipe me faire sortir de la salle. Ils m'ont amené à Camouinsin. Ils avaient déjà préparé la tombe. Et là, je n'ai pas compris. Je suis resté arrêté comme ça de 3h30, 4h du matin, jusqu'à ce que le soleil se lève. Alors Gaspard arrive, comme d'habitude, en trompe là, il s'arrête. Et puis il me pose la question, Salfo, tu es là? Je dis oui. Que tu sais que les autres là sont morts? Je dis oui. Mais toi aussi tu dois mourir, non? Je dis bon, c'est toi qui décides. Ah, c'est ce que vous lui avez dit. Oui. En ce moment, il avait sa sécurité. Non, Gaspard n'avait pas besoin de sécurité. Il avait son pistolet automatique et puis il faisait ce qu'il voulait avec. Il vous a regardé droit dans les yeux et votre tombe était face à vous en ce moment? Il a mis la main sur son PA, il l'a baissé une fois, 2 fois. Et c'est là que j'ai failli commettre une erreur parce qu'il a appelé, c'était à côté du foyer du Camboissin, il a appelé quelqu'un pour dire de m'amener une bière. Et là, j'ai dit, mais Gaspard, tu sais que je ne bois pas la bière. Je dirais pas parce que c'est un promotionnaire. Moi, j'étais en stage au Maroc. Gaspard était à la brigade des sapeurs-pompiers, la compagnie qui est à côté de moi. Gaspard mangeait le tout sur moi. Et donc, quand j'ai dit ça, il a mis la main encore à son pistolet. Je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a retenu. Et puis, il me dit, bon, allez, viens. Il m'a embarqué dans sa jeep. Il m'a amené dans son pied-à-terre. Ils avaient, chacun des officiers qui habitaient là-bas avait un pied-à-terre là. On a passé la journée ensemble à évoquer des souvenirs du PMK. Et puis vers 16h, il appelle le sergent Maïga, le frère du conducteur de Blaise, pour dire, bon écoute, tu viens, tu ramènes le lieutenant à la gendarmerie. Ce jour-là, quand je suis arrivé à la gendarmerie, je suis descendu du... Bon, la plupart des gendarmes qui étaient là se sont cachés. Hein. Il y a même le chef de poste qui s'est approché pour dire au sergent, bon, nous, on avait barré son nom dans le... Parce que tout le monde était sûr que Gaspard allait vous abattre. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis comme ça, qui ne sont pas revenus. Et comme je dis encore une fois, ma chance, c'est peut-être d'être resté pendant ces 9 mois-là. Voilà. Mais le Gaspard, là, justement, apparemment, il était l'un des pires sanguinaires qu'on a connus en cette période-là. Malheureusement, nous n'avons pas encore, disons, les moyens techniques et autres pour faire en sorte que ce genre de monstre-là ne naisse pas. Je dis, Gaspard, c'est mon promotionnaire. Gaspard, il fait une bagarre avec vous, il peut faire la bagarre pendant 1 an, 2 ans. Tant qu'il ne vous a pas frappé comme il veut, il ne vous lâchera pas. C'est comme un pitbull, là, un bulldog. Et Gaspard a commencé, dès le PMK, à montrer ce caractère-là. Pendant les congés, Gaspard pouvait rester à l'école. Hein. Pendant les vacances, il pouvait rester à l'école. Il lui suffisait d'un petit local quelque part. Il dort là, le matin, il se lève, le premier animal qu'il trouve, il tue, il le grille et puis il mange. Alors, avec ces bagarres et tout ce qui s'ensuit, il a fini par être renvoyé quand nous étions en première pour une raison de discipline. Ça explique un peu, bon, ça n'explique pas. Disons que de ce que je sais qu'il en a voulu à Lengani pour ça, pour ce renvoi-là. Alors, il est allé au lycée, je crois que c'est le lycée Zenda, il a passé le bac. Il est revenu se faire recruter comme soldat de 2e classe. Et bien sûr, c'est après qu'il a été récupéré pour aller à l'académie. La guerre de Noël, il a fait des exploits. Donc, il a été récompensé pour ça, il a été décoré. À la sortie de l'académie, il semble qu'il a été proclamé major de la promotion. Et c'est ça qui explique le fait qu'il ait tué le lieutenant Sanou Jonas. Il lui a mis une balle dans la tête parce que tout simplement à la sortie,
Sanou Jonas semble avoir dit à quelqu'un que Gaspard ne devrait pas être major, mais c'est lui qui devrait être major, et que c'est juste à cause de la note qu'il a reçue après donc les exploits à la guerre de Noël, qu'il est passé devant lui. Et donc, quand il a retrouvé Jonas, Jonas malheureusement est arrivé au BIA juste 1 an avant les événements. Nous, au moins, on a fait 2 ans. Il est arrivé 1 an après nous, il a fait juste un événement, un mois du moins, un an, pardon, et voilà, il s'est retrouvé. Alors, Gaspard, c'est un monstre froid et qui n'hésitait pas à tuer donc toute personne qui était une entrave à ses ambitions et tout. Mais je voudrais, si vous me permettez, sans vous couper, est-ce qu'il avait des ambitions? C'était une bête sauvage, tout simplement, qui ne savait pas qu'il y a une limite, qu'il est interdit de tuer. Gaspard a tué des gens en ville tout simplement parce que tu l'as regardé de travers, ou tout simplement parce qu'il estime que tu lui as manqué de respect. Ça, c'est connu. Alors, vous avez été donc radié des effectifs de l'armée, votre carrière a été reconstituée, vous êtes à la retraite aujourd'hui parce que je rappelle que vous avez été organisateur du 11 décembre, notamment le premier 11 décembre à Fada, vous avez été gouverneur dans le Sahel aussi. L'émission tire à sa fin, mais je voulais quand même que dans la toute dernière partie de l'émission, on revienne encore sur vos collègues qui sont tombés, parce que jusqu'à présent, on n'a pas le nom exact. Et chaque fois on parle de Thomas Sankara et ses compagnons qui ont été tués à Ouaga. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse pour tous ceux qui sont tombés pour le compte du BIA à Koudougou aujourd'hui? Une des raisons qui m'amène à parler aujourd'hui, c'est ça. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte de faire réhabiliter nos camarades. J'avais décidé de ne pas parler tant que Boukari était là. Parce que Boukari était mon chef de corps. En tant que militaire discipliné, le chef est là, c'est lui qui parle. Malheureusement, paix à son âme, Boukari est mort. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte de réhabiliter nos camarades. Je rappelle que les gens ont été tués par des rafales de mitraillettes, arrosés d'essence ou de whisky et brûlés. Les corps ont été brûlés. Et la dalle que vous voyez aujourd'hui, c'est peut-être 10 ans après, peut-être certainement, que l'épouse d'un des officiers qui sont tombés là a eu l'occasion comme ça de rencontrer le président par hasard dans un avion. Et elle lui a demandé à ce que ces gens-là qui sont tombés à Koudougou soient enterrés de façon décente. Ils ont été tués comme ça, ils ont été brûlés et on a ramassé juste la terre avec des brouettes et venu mettre sur les corps. Et c'est à la suite de cette intervention que le génie militaire a été instruit d'aller rassembler ce qu'il y avait à rassembler et de faire cette dalle. C'est quoi cette dalle-là aujourd'hui? Est-ce que c'est une fosse commune? Est-ce que je ne sais pas. Mais je dis encore une fois, il faut qu'on parle parce que nous devons la justice à ces camarades-là qui sont tombés. C'était des hommes de valeur. Si je vais vous parler de ces gens un à un. Sanogo Élysée a été champion de judo au Sénégal pendant qu'il était au PMK. C'est quelqu'un qui pouvait vous faire 300 pompes sans s'arrêter. C'était une force de la nature. Il a été attaché dans un sac avec la pick-up. Quand ils sont arrivés sur les lieux d'exécution, il s'est laissé basculer. Pour le tuer, ça n'a pas été facile. Boukari Kaboré, c'est un grand sportif. Guy Bertrand également. Ils ont pratiquement le même parcours. Tous les deux ont fait leur cours d'officier au Cameroun. C'était des hommes de valeur. Ils ont laissé des enfants, ils ont laissé des épouses, ils ont laissé des familles. Et depuis, personne n'en parle. Je dis encore une fois, Boukari a fait ce qu'il pouvait. Ouais. Il en parlait tout le temps. Avec les moyens qu'il avait. Mais il n'a pas atteint l'objectif. Moi, je reprends le relais, tout simplement. Boukari, on peut tout lui reprocher. Mais c'est un homme honnête. C'est un homme très intelligent, Boukari. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est sa nervosité. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit là, il réagit au quart de tour. Et pour lui, la mort de Thomas a été... De Thomas Sankara, ça a été un coup dur. Et pour nous tous. Oui. Je voudrais dire, je ne suis pas un politique. Je n'ai jamais milité dans un parti politique. J'ai été dans un corps militaire, commandant d'une compagnie.
on a fait beaucoup de choses qui allaient dans le sens de ce que Thomas Sankara disait. Les feux de brousse. Il n'y a pas un village dans toute cette zone-là où nous ne sommes pas allés étant des feux de brousse. Les alcools frélatés que les paysans fabriquaient, on prenait des bidons entiers qu'on amenait à l'hôpital de Koudougou pour remettre aux infirmiers pour soigner des malades. Donc, je dis encore une fois, l'heure est venue de parler. Oui. On va parler. Et le plaidoyer surtout, oui, c'est qu'on prenne en compte toutes ces personnes qui sont tombées, oui, et qu'on puisse leur donner des sépultures dignes, c'est ce que vous souhaitez, oui, et qu'on puisse faire des cérémonies d'hommage également pour les hommes du BIA qui sont tombés. Oui. Je dis encore une fois, oui, les hommes du BIA ne sont pas tombés qu'à Koudougou. Oui. Des mois et des mois après, quand le corps a été dissous, on a ramené le personnel à Bobo. Il y a eu des gens encore qui ont été accusés là-bas d'avoir assassiné un capitaine. Ils ont été alignés et froidement exécutés. Il y a même un miraculé comme moi, un des éléments de sécurité de Kaboré Boukari le Lion, qui s'appelle Tiba Mahmoudou, que j'ai retrouvé à Douri. Il avait été aligné avec les autres. On a attaché leur visage, leurs yeux. Et c'est juste avant que les exécuteurs là, tirent que quelqu'un a dit, mais attendez, lui là, qu'est-ce qu'il fait ici? Il s'est approché, il lui a enlevé le bandeau, il dit, mais Tiba, qu'est-ce que tu fais ici? Le gars, il ne pouvait plus parler. Il l'a sorti de là. C'est comme ça que Tiba a échappé à l'exécution. Donc, il y a eu des tueries à Bobo, il y a eu des tueries à Ouaga. Ceux qui ne sont pas du BIA, il y a Kwama Michel et autres, Stigué Vincent. Je pense qu'il est important que tous ceux qui ont des témoignages, que ce soit écrit, oral, photo, qu'on puisse rassembler ces choses-là, qu'il y ait un travail historique pour faire en sorte que ce qui s'est passé à Koudougou ne se répète plus jamais. Je suis en train de vivre le même film depuis 3 ans avec le décalage de 38 ans. Tout ce que j'ai vécu à Koudougou, pratiquement tous les jours, je le revois aussi. Tout ce qui est positif que le président est en train de faire. La bataille du Rail, nous l'a fait. Les champs collectifs. Quand je regarde aujourd'hui, le bon Dieu a donné une seconde chance au Burkina Faso après Thomas Sankara. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était donc une partie de l'histoire du Burkina, notamment ce qui s'était passé donc au niveau du BIA. C'était le 27 octobre 1987. 38 ans après, il a accepté de briser le silence. C'est sa part de contribution. Il souhaite surtout que l'on puisse rendre hommage à tous ces soldats qui sont tombés, qu'on puisse les rendre dignement des sépultures, avec notamment les familles aussi, à l'image de ce qu'on a fait pour Thomas Sankara, hein, parce qu'on a vu le mausolée Thomas Sankara, toutes les énergies sont portées sur Sankara, alors que d'autres personnes aussi sont tombées à la faveur de cette révolution. Donc, il faut qu'on réhabilite tout le monde, que tout le monde soit traité presque sur le même pied d'égalité, afin que le Burkina puisse avancer. Merci encore une fois de plus, et on pourrait vous recevoir pour d'autres canaux, mais pour cette fois-ci, on a voulu mettre l'accent uniquement sur le BIA pour que les gens et les autres puissent comprendre ce qui s'est vraiment passé. Merci à vous. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, amis de la révolution progressiste populaire, merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.